Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 15. Dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Je vous souhaite évidemment une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Si on se met à localiser le prix, on voit qu'on a ici une localisation du prix qui est quasiment parfaite en weekly. On est toujours ici dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Alors en weekly, cette zone, c'est juste du pain béni pour toutes les whales et la smart money. Ils adorent accumuler évidemment des positions acheteuses, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, dans cette zone de rechargement acheteuse weekly. Simplement parce que premièrement, on est sûr et certain qu'on revient d'une correction importante, puisque les 0 de Fibonacci jusqu'à la zone de rechargement acheteuse du précédent mouvement, c'est toujours une distance assez importante. Et deuxièmement, ils le savent, c'est là où il y a les meilleures opportunités à réaliser. Et on le sait aussi, le fait de passer ici des 0 de Fibonacci jusqu'à la zone de rechargement acheteuse, c'est évidemment ici le déséquilibre baissier qui a été créé. Et donc de cette manière, on le sait, on risque ici d'assister à une certaine consolidation. Maintenant, à nous de surveiller, est-ce que cette consolidation va être longue? Est-ce que ça va vraiment passer tout l'été de cette manière pendant plusieurs mois et ça va totalement dégoûter les investisseurs? Ou est-ce qu'on va avoir une petite consolidation pour par la suite essayer de partir de l'autre côté? Ça, c'est vraiment ici sur l'instant T que les graphiques vont nous partager ces indications, étant donné simplement que la demande est testée lors de phases de consolidation. Il y en a beaucoup qui essayent de prédire, entre guillemets, une phase de consolidation en se disant ça va casser à la hausse, ça va casser à la baisse. Mais pour l'instant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le savoir, mais même les makers de marché eux-mêmes ne savent pas exactement dans quelle direction ils veulent partir. Ça veut simplement dire qu'il va falloir attendre de voir ce que la majorité du marché attend. Si la plupart des gens attendent ici qu'on parte à la baisse, alors vous le savez, les makers de marché vont utiliser la psychologie inversée, ils vont partir de l'autre côté. Et si la majorité se met à ouvrir des positions longues dans cette phase de consolidation et qu'on part à la hausse, alors ils vont simplement prendre la décision d'aller d'abord chercher une borne plus basse pour pouvoir liquider toutes les personnes qui attendaient d'être longues et après seulement partir à la hausse. Parce que depuis qu'on dump, le ratio long il remonte, donc il se passe quoi au niveau de l'order flow? On voit que tous ceux qui étaient venus acheter et vendre se rallient haussier, donc là des 6 du 3 juillet jusqu'au 5 juillet, donc pendant 5-6 jours, techniquement, il y avait beaucoup d'acheteurs. On avait vu ici une grosse hausse d'open interest, donc beaucoup de gens pariaient de l'argent. Et là, on le voit, depuis que le prix chute, qui en profite pour clôturer ses positions? C'est plutôt les vendeurs. Pourquoi? Parce que le ratio short, il diminue. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de shorts qui se clôturent au détriment de longues qui s'ouvrent, ou c'est plutôt les shorters, donc ceux qui étaient bloqués en short, qui en profitent pour se barrer de leur short, et les acheteurs qui, eux, ne sortent pas, voire même continuent d'ouvrir des longues. Ce qui fait que quand vous ouvrez un long, vous avez soit une liquidation qui se crée plus bas, soit vous allez mettre un stop plus bas. Donc, si jamais l'événement du CPI aujourd'hui est positif, genre des chiffres en dessous de 8,8, genre je sais pas moi 8,2, ce qui témoignerait justement d'une petite baisse au niveau de l'inflation, on pourrait noter une petite baisse qui pourrait être positive pour les marchés, faudrait au moins aller nettoyer cette zone et là, pour le coup, là, ensuite, se diriger vers les résistances et du coup retourner vers le haut du range. Donc ça, ce serait un mouvement hyper intéressant. Donc on nettoie la zone des 18 500, grosso modo. On se retourne et là on va vraiment vers les résistances et si c'est vraiment haussier, on break out et après on peut retracer, se diriger vers le chiffre rond des 30 000 par exemple. À quel moment je passe haussier? À quel moment je dis ok, on oublie tout et je passe haussier? Extrêmement simple. Si vous avez une clôture de bougie en mensuel, c'est très simple, qui sera parfaitement verte, ici. Donc c'est mensuel, hein. Au-dessus de notre Kinjun, c'est gagné. En réalité, vous aurez un signal haussier extrêmement puissant. Parce que tout ce qui se passe au-dessus, c'est haussier, tout ce qui se passe en dessous, c'est baissier. Si on clôture une bougie en mensuel au-dessus des 40 000 $, vous avez gagné, vous avez votre signal haussier. Et on pourrait potentiellement aller taper une borne haute ici, ou une zone de rechargement de vente logique moyen terme, entre les 618 et les 786, entre les 50 000 $ et les 58 000 $. Et dès lors, donc oui, on prend nos responsabilités aux 33 000 $ pour ceux qui veulent se barrer parce que on souffre trop au niveau de ce marché. Donc c'est entre guillemets la target la plus réaliste par rapport à une respiration de marché. Vous en avez d'autres au-dessus. Et si tout ça vient casser par le haut parce que trop bearish au niveau du sentiment et trop de personnes shortent ce marché, à ce moment-là, la prochaine direction, ce sera ici. Et à ce moment-là, on aura un gros paquet de 110% qui vont se mettre en place. Mais tout ça sera canalisé par des news. Tout ça sera canalisé par des très bonnes nouvelles. Potentiellement, fin de la guerre. Potentiellement,
on retrouve entre guillemets une croissance, une décroissance au niveau des taux d'inflation, on passe de 8,6 à 8,2 à 7,9 à 6,9, etc. Et tout ça sera canalisé par des sorties extrêmement massives de capitaux, de toutes celles et ceux qui n'ont pas entre guillemets encore capitulé. Bien évidemment, on n'y est pas. Pourquoi je vous dis ça par rapport à cette fameuse Kinjun ? Mais c'est très simple. C'est que la dernière fois qu'on a fait ça, donc il faudra potentiellement du temps, c'est qu'on n'est jamais repassé en dessous, en mensuel. Et c'était ici au niveau de notre bougie du 1er mai 2021. De mai 2021 à juin 2021, le moment où on est clôturé au-dessus, c'était le départ de notre rallye haussier. Dès lors, on avait clôturé en dessous avec une mauvaise bougie. Partez du principe qu'on est potentiellement là-dedans. Le DXY, par exemple, qui est l'indice cash, donc la fameuse position cash, donc c'est devenu extrêmement à la mode d'en parler. C'est tout simplement un indice qui regroupe certaines devises, donc par exemple en majorité l'euro-dollar. Et donc finalement c'est ce qu'on observe pour tout simplement définir la notion de cash. Qu'est-ce qu'on appelle la notion de cash ? Tout simplement le cash, c'est une position qu'on peut avoir évidemment en tant qu'investisseur, et lorsqu'on est cash, c'est de l'argent qu'on n'a pas ailleurs. Donc on a cet argent sous forme de dollars. Alors plutôt que d'avoir par exemple Apple ou plutôt que d'avoir des cryptos, etc., on se refuge du côté du cash. Et donc c'est pour ça que dernièrement, on va dire depuis un certain temps, et depuis par exemple, on peut dire depuis même mars ou depuis le 17 janvier par exemple, depuis le début de l'année, mais même si on veut commencer du plus bas, depuis même juin, on a tout simplement ce qu'on appelle un bull run sur l'indice cash. Pourquoi un bull run ? Alors un bull run, évidemment, c'est défini selon plein de méthodes, il y a plein de façons de définir un bull run. Mais en gros, un bull run, c'est tout simplement une tendance qui est haussière, avec des sommets de creux de plus en plus hauts. On peut par exemple définir un bull run grâce aux moyennes mobiles, grâce aux structures. Bref, il y a plein de moyens de définir un bull run, mais en gros, un bull run, c'est une grosse tendance haussière assez féroce, avec à chaque fois qu'on a une correction qui est rachetée et qui donne lieu à un nouveau plus haut. Donc on a ce qu'on appelle un bull run sur le cash, et donc généralement qu'est-ce qui se passe ? Et ça c'est pareil, c'est un indicateur qui est important de retenir pour les prochains cycles, pour les prochaines fois. Si l'indice du dollar, donc l'indice cash, indice de la réserve mondiale, performe, généralement, c'est de l'argent qui va ou qui sort des marchés à risque, comme les actions, les cryptos. On doit comprendre que les marchés crypto, c'est considéré comme du marché à risque. Pour l'instant, c'est absolument pas un hedge. Et malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas encore son éventuelle fonctionnalité de valeur refuge. Il est par contre attendu, c'est important, que l'inflation de base est stagnée. Vous avez l'inflation, vous avez deux types d'inflation. Vous avez l'inflation de base, ce sont les produits tels que la baguette de pain, les produits vraiment de base, et vous avez l'inflation globale dans laquelle on rajoute notamment le prix de l'énergie. Donc on pense que l'inflation globale va continuer de monter, mais ce qui va être regardé, c'est ce qu'on appelle le core, donc c'est-à-dire le quotidien sur lequel on a retiré tout ce qui est énergie fossile, la voiture, etc. Donc est-ce que les prix de l'alimentation ont augmenté ou pas? Ça, c'est attendu normalement plutôt stagnant, même si l'inflation globale devrait monter, notamment poussée par les prix de l'énergie. C'est justement l'espoir des investisseurs. Si cette inflation de base n'a pas augmenté, ça pourrait inciter la Fed à être moins agressive sur la montée de ses taux. On estime à 0,75, on pourra peut-être avoir 0,50. Et ça soulagerait un petit peu, parce que les craintes que les mesures trop agressives de la Fed plongent l'économie au bord de la récession, on a quelques billes dans ce sens. C'est pas une crainte comme ça un petit peu imaginaire. Notamment, on a l'inversion du rendement actuellement du bon du Trésor américain sur 2 ans et sur 10 ans. Ils se croisent. Et donc ça, c'est un mouvement qui est généralement considéré comme annonciateur de risques à court terme et d'une contraction économique. Là, si vous placez votre argent à 2 ans, vous allez gagner
plus d'argent sur les bons d'État américains que si vous le placez à 10 ans. Donc là, ça veut dire qu'à court terme, les investisseurs sont inquiets. Il faut donner une prime supplémentaire pour qu'ils prêtent leur argent sur 2 ans plutôt que sur 10 ans. Et ça, c'est généralement pas un bon signe. Alors là, c'est le début du pas bon signe, si j'ose dire. Ça veut dire que les investisseurs s'inquiètent un petit peu, mais on n'a pas la preuve du tout que nous rentrons en récession. Je vous rappelle que être en récession, c'est avoir la croissance qui baisse, je dis bien la croissance, qui baisse pendant plusieurs trimestres consécutifs. Or, à ce jour, on n'a absolument pas la croissance qui baisse. Elle reste à un rythme assez élevé. Donc, on verra bien ce qui va se passer. D'autres s'inquiètent fortement d'un scénario apocalyptique d'un hiver sans gaz russe. Depuis lundi, les flux de gaz sont tombés à 0. La raison en est simplement la routine d'un entretien annuel. Mais voilà qu'en période de conflit, nos élus sont pris d'une inquiétude grandissante. Et si Poutine ne nous alimentait plus en gaz, que se passerait-il? Alors, selon Robert Habeck, ministre de l'économie allemande, une interruption totale des flux de gaz russes menacerait des millions d'emplois et exercerait une pression sur l'économie allemande, mais également sur l'économie européenne. Si nous entrions dans une telle situation, nous serions obligés de rationner l'énergie. Selon Goldman Sachs, un tel scénario plongerait l'économie européenne dans une grande récession. Notre monnaie se dévaluerait davantage pour, pourquoi pas, atteindre les 90 cents pour $1. Nos factures énergétiques augmenteraient drastiquement, d'une parce qu'il n'y a pas de substitut au gaz russe, et de deux parce que notre euro serait beaucoup moins fort. Bref, vous l'aurez compris, le 22 juillet, date à laquelle Nord Stream 1 doit être remis en service, pourrait être une date marquée dans l'histoire. Donc la grosse information pour moi, c'est que pendant ce qui se passe en Ukraine avec la guerre et tout ça, ce qui est incroyable, c'est que le Kremlin, ils annoncent un espèce de sommet avec la Syrie, la Turquie, et ça aura lieu pile dans une semaine, c'est le 19. Et l'idée, c'est que c'est un espèce de G3, donc ils sont eux tous les trois, avec la Russie, la Turquie, la Syrie. C'est vraiment des choses un peu spéciales dans le contexte actuel de guerre en Ukraine. Il est en train de s'allier, voilà. Donc pour moi, c'est une grosse information. Même si c'est légèrement secondaire par rapport au sommet du G7 et tout ça, mais mine de rien, il y a une espèce de, je dirais pas une coalition, mais en tout cas, voilà, ils se voient dans une semaine, on va suivre ça. Après, ce qui est assez impressionnant, j'ai mis cette actu parce qu'elle est révélatrice de ce qui se passe en ce moment, l'espèce d'effet boule de neige, c'est que le gaz russe, la Russie est l'un des principaux fournisseurs de gaz en Europe, en particulier en Allemagne, en France, mais beaucoup en Europe. Et donc avec ce qui se passe en Russie, le gaz russe on n'en aura pas, on n'en a plus là, et surtout on n'en aura plus l'hiver prochain. Et donc ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu cet article, j'étais impressionné, c'est que ça fait déjà plus d'un mois, donc depuis le mois de juin, les gens se ruent sur le bois et sur le bois de chauffage en prévision de l'hiver prochain avec les ruptures d'approvisionnement avec la Russie. Donc c'est assez impressionnant les effets, c'est que dès le mois de juin, mois de juillet, ça y est, c'est le rush, ils ont jamais vu ça et tout ça. Donc c'est assez impressionnant comme effet tout de suite où les gens, voilà, effet de cascade, les gens se ruent sur le bois de chauffage dès maintenant pour l'hiver prochain. Alors là, c'est pareil, la France et Singapour étudient les applications transfrontalières des CBDC. Alors ils commencent à faire des expériences. Ce qui les intéresse pour les CBDC, ça va être les cryptos qui appartiendront, pour simplifier, au pays, aux banques classiques, etc. évidemment. Eh bien, ce qui est important, c'est que c'est pas la crypto-monnaie en elle-même qui les intéresse, évidemment. C'est pas le BTC, je veux dire, ni le TH, ni le Solana, ni le ADA, ni le machin, ni tout ce qu'on veut. C'est pas ça, c'est les blockchains, Les blockchains, ils ont quand même construit depuis longtemps que c'était quelque chose, c'était une invention, que c'était extraordinaire. C'est un procédé qui est extraordinaire, et c'est ça qui intéresse vraiment tout le monde, évidemment. Et tout le monde a compris maintenant qu'il y aura cette monnaie numérique qui seront gérées par nos banques, par les banques, par les États, par tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Donc on verra où va pouvoir la DeFi continuer à faire son trou là-dedans et pouvoir subsister dans tout ça, vivre, continuer à exister tout au moins. C'est hyper important ça. On est vraiment à un virage, actuellement on est à un virage dans tout ça, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les entreprises qui font faillite, etc., etc. Donc on est vraiment à un virage de tout ça.
Et donc, à quelle échéance, en fait, on peut avoir ces CBDC? Je sais pas si vous avez vu, mais ça, c'était super intéressant. Donc, notre président de la... C'est pas lui, hein, notre président de la Banque de France qui est interrogé lors du World Economic Forum sur les CBDC. Alors, c'est tout un... Et je vous laisse écouter ce qu'il dit. In the case of the ECB, there is a precise answer. We will have the prototype till the end of 23 or early 24, and then we will decide and take 3 years if we have a broad euro. So it could come end 26. Ouais, il dit on va avoir un prototype d'ici 2 ans, donc fin 2024. Et après, on va décider quand on va le mettre en circulation. Mais en gros, il dit ça pourrait tout à fait arriver fin 2026. Donc, c'est demain. Demain, on peut tout à fait avoir des CBDC. Donc, ceux qui pensent que... Et les CBDC vont être construits sur le modèle des cryptos, comme le prochain système monétaire. Et ceux qui pensent que c'est pas le cas, ceux qui pensent que les cryptos vont bientôt disparaître, je l'ai encore entendu hier, bah, moi, je me dis qu'on est encore des pionniers, les gars. Hein. Franchement, si vous écoutez cette vidéo, il y a encore tout à faire, quoi. Et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des gens qui croient pas encore aux cryptos, alors que c'est sûr que ça va exploser, quoi. En tout cas, c'est ma conviction. La loi de Gresham, qui était cet économiste-là, qui avait sorti cette phrase-là, qui est la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc ça veut dire que quand vous avez, à l'époque, c'était écrit, donc c'était pour les systèmes bimétalliques, donc il y avait des pièces en or et des pièces en argent. Et suivant la valeur relative de l'or ou de l'argent, les gens payaient avec celle qui avait le moins de valeur pour garder celle qui avait le plus de valeur. Donc pour faire un parallèle, nous avec les bitcoins, vous avez le choix de payer en bitcoin ou en dollars ou en euros, vous payez avec les euros puis vous gardez vos bitcoins. Et toujours en France, on a eu la 5e édition du sommet Choose France qui a eu lieu à Versailles. À savoir que ce sommet organisé par l'État français a pour objectif de réunir et d'attirer les investisseurs sur notre territoire pour réindustrialiser la France et booster le développement des nouvelles technologies. Et d'après les annonces du gouvernement, ce sommet aurait permis de lever 6,7 milliards de dollars qui permettrait la création de 4000 emplois ainsi que la création d'une énorme usine de semi-conducteurs. Et si je vous parle de cette actualité qui à première vue n'a pas de lien avec les cryptos, c'est parce qu'on a pu retrouver parmi les investisseurs à ce sommet Changpeng Zhao, le PDG de Binance, ainsi que Pascal Gauthier, le PDG de Ledger. Et la question est maintenant de savoir si ces 2 représentants de l'industrie crypto sont parvenus à nouer des partenariats grâce à cette journée qui a réuni 180 PDG. Et du côté de Changpeng Zhao, il en a profité pour faire un selfie avec Emmanuel Macron, et il a également joué les trolls en prenant une photo avec Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, qui avait déclaré que le Bitcoin n'avait pas de valeur, et il a titré sa photo par un Caption This. Donc ça commence comme ça, et même pas 1 heure plus tard, donc il a expliqué plus tard qu'il était rentré à l'hôtel, ou je ne sais pas, il rentre, et il poste un tweet. Il dit « Notre service de détection de fraude, de piratage chez Binance vient de détecter un exploit potentiel sur Uniswap V3 sur le réseau Ethereum. » Donc Uniswap V3, l'un des plus gros exchanges crypto décentralisés, une plateforme décentralisée, on peut acheter et vendre des crypto-monnaies, c'est vraiment l'un des premiers, et c'est celui qui fonctionne, parmi ceux qui fonctionnent le mieux avec Curve. Et il dit, le hacker a déjà volé à peu près 4300 Ethers, donc plusieurs millions de dollars, et ils ont déjà commencé à blanchir l'argent sur Tornado Cash, donc le service pour rendre ces cryptos anonymes. Il a dit, est-ce que quelqu'un peut notifier Uniswap? On n'a pas de moyen de les contacter. Il dit, en fait, c'est l'un des seuls tokens qui sont listés sur Binance et pour lequel on n'a aucun contact. Donc c'est pour ça qu'on demande, en fait, c'est pour ça qu'ils demandent les contacts des personnes avant de lister des coins sur Binance. Donc ça a commencé comme ça en disant voilà, attention, gros exploit, Uniswap s'est fait pirater. Là les gens ont commencé à se dire c'est la catastrophe. Uniswap c'est un protocole qu'on ne peut pas mettre à jour. Une fois que les contrats sont déployés, ils ne peuvent plus être modifiés, ce qui est vraiment une force, mais c'est aussi une faiblesse. Si jamais il y a des failles de sécurité présentes, il n'aura pas le temps de réagir pour corriger les choses, il faudra redéployer un nouveau contrat, si les personnes ont de l'argent qui est bloqué risquent de le perdre. C'est vraiment la panique totale suite à ce tweet. Toutes les personnes ont commencé à chercher pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et finalement c'était une fausse alerte, on va dire. Il y a bien eu quelque chose qui s'est passé, mais c'était du phishing. Et pendant ce temps au Texas, les fermes de minage sont à l'arrêt à cause de la canicule. Et pour rappel, le Texas est l'un des états les plus attractifs pour les mineurs grâce à une énergie peu coûteuse, ainsi qu'une régulation ouverte à ce secteur. A savoir que le Texas représentait à lui tout seul 11% du hash rate en décembre 2021, alors que l'ensemble des États-Unis représente 37% du hash rate. Mais le problème en ce moment, c'est que vous l'avez certainement remarqué, on a une vague de chaleur qui est en train de frapper, et elle atteint également l'état du Texas où les températures atteignent les 40 degrés. Et étant donné qu'aux USA l'air conditionné est extrêmement répandu,
les autorités invitent les particuliers et les entreprises à limiter leur consommation en électricité, et plus particulièrement plusieurs grandes entreprises du minage qui ont dû respecter un accord qui convenait qu'ils devaient stopper leurs activités dans un scénario de ce type. Bref, visiblement, il faut s'attendre à avoir des perturbations sur le hash rate de Bitcoin si la situation venait à se prolonger. Si je pose la question de façon un peu plus imagée, en fait, je me dis, l'or a de la valeur, ça fait 5000 ans qu'on le sait. En soi, Bitcoin, on comprend pourquoi il a de la valeur, une fois qu'on a dit tout ce qu'on vient de dire. Et je me dis, si je mets les deux dans la même pièce, eh ben, tout d'un coup, il y a un scam. Tout à fait, effectivement. Si on met tous les deux dans la même pièce, la rationalité qui justifierait de détenir de l'or, elle n'est pas forcément facile à trouver. Donc, en financier, je me dis, si je me fais un ratio market cap de l'or contre market cap de Bitcoin, je devrais, pareil, pouvoir mesurer le risque, tenir des objectifs. Mais c'est un peu le bimétallisme, hein, donc on pourrait imaginer que les deux cohabitent avec des fausses hypothèses, mais si un jour on s'intéresse aux vraies hypothèses, on va aller assez rapidement vers le monométallisme. Donc, il faut regarder... Aux conventions près. Si on regarde la market cap de l'or plus le Bitcoin, dans l'expression qu'on veut, en dollars par exemple, on devrait voir une dominance s'inverser avec le temps. Tranquillement, oui. Et quand Bitcoin aura bouffé l'or, il aura accompli son projet. Quand il aura bouffé l'or, il sera en bon chemin pour accomplir son projet qui est un peu plus élevé que ça. C'est au-delà de bouffer l'or, je crois. Le projet de Bitcoin. Parce que c'est aussi un système de moyens de paiement très pratique. Parce que quand il a une infrastructure, une superstructure bien développée, il devient effectivement un moyen de paiement. Il devient un instrument de comptabilité. Ce que n'est pas l'or de façon pratique, quoi. Ce que n'est pas l'or aujourd'hui, mais ça l'a été. Ouais, mais il galérait quand même. Voilà, les fausses pièces d'or, les machins. Tout à fait. C'était quand même compliqué. Alors ça énorme. On a Tomonobu Itagaki. Arigato gozaimasu, qui avec le studio Apex Game Studio qui rentre dans le Web3 en fait. Ce mec-là, c'est pas n'importe qui, c'est le fondateur de la série de jeux Dead or Alive, également de Ninja Gaiden, et du coup voilà, il va faire un play to earn avec des NFT, peut-être dans le métaverse, ils veulent un peu tout faire. C'est un truc de fou, ça va s'appeler Warrior, et c'est vraiment un jeu qu'il faudra suivre parce que il a déjà sa fanbase en fait, de gens qui kiffaient en fait ses précédents jeux. Ce sera un MMORPG, pardon. Qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà. Franchement, vraiment très très bullish. Ils veulent que ce soit un triple A. C'est vraiment insane. La boîte a 100 employés, donc c'est pas un studio de merde. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ont les idées, ils ont la technologie, ils ont les mecs derrière. Donc je pense que ça devrait cartonner, pardon. Par contre, voilà, attendez-vous pas à ce que ça sorte demain. Ça va sortir genre dans un an, un truc comme ça, quoi. J'imagine. Mais en tout cas, c'est vraiment à suivre. Je voulais maintenant vous parler rapidement de Solana. Solana et du jeu Stephen. Ils ont publié combien d'argent ils ont fait, combien de bénéfices ils ont fait lors du deuxième trimestre de l'année. Et en fait, ils ont obtenu 122 millions de dollars, ce qui est assez énorme. Alors c'est vrai que Stephen, on en parle beaucoup moins maintenant avec la chute qu'a connue tout le projet. Et ils vont un peu essayer de relancer tout ça en disant on va utiliser 5% de ces bénéfices pour racheter et burn des tokens. Donc tout ça dans l'espoir de refaire monter le cours des tokens associés à Stephen, ce jeu de move to earn. En fait, on est incité à marcher et à courir à marcher plutôt juste pour gagner de l'argent, tout simplement. Vous faites des tours, vous gagnez des tokens, etc. Mais l'économie du jeu aussi pas mal baissé en ce moment parce qu'il y a eu trop d'inflation notamment. Après Kylian Mbappé, Zinedine Zidane devient ambassadeur de l'icône française Sora. Voilà, bon, des petites nouvelles, des petites news comme ça, qui fait que le monde avance, et puis plus il y a de gens connus dedans, mieux ça va se passer. Ensuite, l'Italie qui interdit, ils avaient d'abord autorisé cette chose-là, c'est-à-dire en fait la reproduction d'œuvres classées comme monuments historiques, entre guillemets, œuvres historiques,
la reproduction du coup en forme de NFT. Par exemple, je sais pas, un Léonard de Vinci, vous pouviez du coup le mettre en forme de NFT en fait. Et du coup, il y avait des partenariats par rapport à tout ça. Et du coup, ils ont rétro-pédalé en fait, et maintenant ils refusent. Donc du coup, il y avait des partenaires entre des musées, l'entreprise Cinello qui voulait faire comme ça des NFT, qui voulait aussi contribuer un peu à la restauration des œuvres originales en vendant les NFT. Et du coup, ils ont décidé non, c'est bon, on arrête là. Les œuvres physiques originales sont unique entre guillemets, et on ne veut pas des réplications comme ça sur la blockchain, donc c'est non. Donc ils arrêtent ça. Axie Infinity qui nous explique tout simplement comment ils s'étaient fait siphonner tout leur oseille, hein, tous les 700 millions, qu'est-ce qui s'était passé dans le détail, et c'est assez effarant. Oui, bah comme tu le dis, hein, c'est un des plus gros hacks qu'il y a eu sur la blockchain. La première chose qui en ressort, c'est que une fois de plus, l'humain est au centre, tu vois, du hacking. C'est-à-dire que au-delà de l'informatique avec les failles qu'on peut connaître tous, il y a souvent l'humain qui fait une erreur et qui te permet effectivement, enfin, ou qui permet aux hackers de créer la brèche qui va leur permettre de siphonner. Donc là, c'est un peu ce qu'on apprend, c'est-à-dire qu'il y avait un gros ingénieur de chez Axie qui apparemment a reçu une offre d'emploi, donc via LinkedIn, via les réseaux, tu vois, le truc assez formel, quoi. Le mec fait des entretiens sur Zoom, voilà, bon, comme s'il postulait à un nouvel emploi. Et au moment, donc, on lui a promis une somme mirobolante, hein, tu te doutes bien. Et au moment, donc, de clôturer le contrat, on va dire, hein, de signer son contrat et de partir dans cette boîte-là qui était donc fictive, hein, parce que c'était les hackers qui se cachaient derrière, bah, ils lui ont envoyé son contrat, donc, en pièce jointe, sauf que le contrat qu'il a reçu, bah, c'était, tu te doutes bien, un virus. Un phishing. Voilà. Et le gars, vu qu'il avait accès à tout le protocole, enfin, toutes les données de Ronin, et en plus, il avait aussi, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il avait aussi le nœud de AxiDAO. Donc, rien qu'en le piratant lui, si tu veux, eh ben, ils avaient accès à 5 nœuds. Et ça, voilà, et ça faisait du royaume, en fait. T'as tout compris, c'est-à-dire qu'ils avaient le monopole et du coup, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient derrière, parce que le truc repose sur la preuve de validation. Donc, si tu as la majorité en validation, bah, c'est acté. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Ouais. Il a pris le contrôle de 5 nœuds et il a transféré les fonds et ils ont siphonné donc tout Axie Infinity. On peut juste quand même préciser qu'il n'avait besoin que de 5 nœuds pour pouvoir avoir tous les droits et prendre toutes les décisions qu'il voulait. Hein. Comme protocole décentralisé, c'était quand même très léger. Bah, aujourd'hui, Axie dit qu'ils veulent monter à 100 nœuds. Wow. Justement pour éviter ce type de hacking. Waouh, mais quelle décision intelligente. Mais je me demande comment ça leur est passé par la tête. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.